Alors, j'ai cliqué sur cet article parce que c'est une liste de best practices et de stratégies sur du coup, comment rendre une application Java scalable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de scalabilité et c'est important. C'est important surtout quand vous faites des applications qui vont être qui vont être très utilisées ou ou sur lesquelles vous savez d'emblée en la construisant qu'il y a un moment donné où va se poser une question de performance et donc il faudra que vous rendriez scalable votre application. J'ai même tendance à dire que même si, et même surtout, si vous n'avez pas encore de données, vous ne savez pas trop, peut-être que vous en aurez besoin, peut-être que vous n'en avez pas besoin. La scalabilité, c'est tellement important quand on en a besoin, qu'il vaut mieux que l'architecture euh, et que tout ce que vous avez dans votre application soit possiblement scalable, quitte à jamais l'utiliser. En général, c'est pas des patterns qui vont faire perdre trop de temps. Euh, Et au contraire, c'est souvent des best practices, les patterns autour de la scalabilité. Ça souffle pas mal chez moi, j'espère que vous n'entendrez pas ça dans le micro. Mais du coup, on enchaîne. Du coup, sur les principes de design. Donc, on va parler d'architecture. Du coup, le premier dont on va parler. Alors, là, je vais vous en présenter un certain nombre. Euh, L'idée, c'est pas de tous les cocher. Évidemment, si on les coche tous, c'est idéal. Je vous ferai part d'un petit feedback après. Vous verrez que c'est pas obligatoire de tous les cocher. Du coup, microservice architecture, celui-là, c'est bien de le cocher parce que, en fait, vous allez rendre plus facilement scalable ce dont vous avez besoin. Par exemple, si je prends une boutique de e-commerce, votre microservice qui va aller chercher les produits, par exemple, je sais pas, vous faites un e-commerce de vêtements, euh, et votre vêtement principal que vous vendez sont des manteaux. Bah, par exemple, le microservice qui va vous sortir cette page de manteau, ça va être plus important que par exemple votre microservice de panier, euh, qui lui va être utilisé que une fois que la personne s'est décidée à acheter et de mettre en panier. Vous voyez l'échelle entre je recherche un produit et je mets en panier, ça va peut-être être de 1 à 10, 1 à 100, selon votre force de vente. Euh, donc ça veut dire que vous utiliserez peut-être 100 fois plus votre microservice de devis, ou non, je dis devis, mais d'affichage de produits, plutôt que votre service de mise en panier. Euh, et pourtant, la mise en panier, c'est important, hein. Je dis pas qu'il faut pas le rendre scalable, mais de séparer les deux, euh, ça va vous permettre de, je sais pas, peut-être lancer 10 services qui sont capables de rendre votre page de produits pour une seule instance de votre panier en face, euh, parce que bah, vous savez que ça marche comme ça. Pourquoi c'est important de faire du microservice? C'est que du coup, si là vous n'avez pas découpé votre panier et votre produit, eh ben, vous allez rendre scalable votre panier aussi 10 fois, alors que vous savez que vous en avez besoin que d'un, par exemple. Donc il y a tout un tas de coûts qui vont arriver derrière ce microservice. Peut-être que derrière ce microservice de panier, euh, vous avez peut-être des droits différents. Enfin bref, il y aura tout un tas de choses pluguées à ce panier, dont vous avez besoin aussi de scaler, puisque vous l'avez scalé autant que le microservice de produit. Mais en tout cas, c'est en ça que va vous servir euh, l'architecture microservice. C'est que vous allez pouvoir choisir où mettre les curseurs de scalabilité sur vos microservices. Euh, Typiquement, vous allez peut-être avoir des microservices de données qui vont faire juste de l'interrogation de données et de la donnée froide, donc de la donnée qui ne se met pas souvent à jour. Typiquement, ce microservice, s'il a des bons caches, euh, ou même s'il est caché dans les autres microservices, bah, vous savez que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'instances de ce genre de trucs. Par contre, quelque chose qui va aller calculer des prix, et que les prix changent souvent, parce que vous appliquez des promos selon telle période de la journée, selon le nombre de clics que vous avez, bref, je ne sais pas sous quelles conditions on peut faire des promos, ou c'est les soldes, ou peu importe. Bah, vous savez que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de microservices de l'autre type qui touchent de la donnée chaude. Service orienté d'architecture. Ça pour moi c'est assez similaire au microservice.
Pas m'étendre dessus. Event-driven architecture. Ça pour moi typiquement c'est un nice to have. C'est un nice to have pour certains use cases. Ça peut être un must have pour d'autres. Euh, je sais que on peut avoir des choses assez bien scalables sans event-driven architecture. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ça et du coup vous voulez pas le mettre chez vous. Euh, Par contre, une chose est sûre, c'est que si vous cochez cette case, euh, bah, vous allez être vous allez être très scalable parce qu'effectivement, bah, vous allez beaucoup moins coupler vos composants euh, entre eux euh, grâce à cette architecture. Et enfin, le Cloud Native Design, alors ça pour moi, c'est clairement un must-have. Je pense que D4, c'est aussi important que le microservice. Pour moi, si vous n'avez pas un Cloud Native Design, ça va être compliqué d'aller chercher de la scalabilité déjà. Euh, Vous n'allez pas pouvoir utiliser, ou en tout cas ça vous demandera un effort, de rendre justement Cloud Native votre design pour pouvoir utiliser la scalabilité que proposent les fournisseurs de cloud aujourd'hui. Euh, et faire de la scalabilité sans ce que proposent les fournisseurs de cloud, c'est pour en avoir déjà fait, croyez-moi, je pense que vous avez pas envie de faire ça. Amazon, Azure, Google font ça très bien pour vous. Euh, donc vraiment d'être cloud native, c'est hyper important. C'est Ça peut ne pas être si compliqué de devenir cloud native selon l'architecture que vous avez. Ça peut être jouable et pour moi c'est clairement un coût qui doit être calculé si jamais vous voulez devenir fortement scalable. Alors ensuite on va parler de programmation asynchrone. Du coup il y a plein de choses effectivement en Java notamment. Oui, parce qu'on parlait de Java initialement, c'est vrai. Euh, on a des completable futures pour faire de la synchronous. Euh, je crois qu'avec le projet Loom, c'est pas abandonné les completable futures, mais il y a de nouvelles façons de faire qui sont un peu plus simples. N'hésitez pas à aller voir le projet Loom. Je crois que ça a été release dans les dernières versions de Java. Donc c'est déjà utilisable potentiellement en production. Et il y a une petite partie de Loom qui est en preview. Donc je sais plus si c'est totalement utilisable en prod ou s'il faut attendre encore la version d'après où ça deviendra officiellement release dans la JVM. Donc effectivement, la programmation asynchrone, c'est un bon point pour la scalabilité. Alors tout ce qui est réactif, ça demande quand même pas mal de. Moi je conseille pas vraiment le reactive programming. Euh, En tout cas, ouais. Tout ce qui était autour des flux et tout, c'était assez complexe. Et voir, il y a justement autour du projet Loom, là, il y a une conf d'un mec d'Oracle qui bosse sur Java. Je sais, j'ai mangé son nom, qui est très pertinent sur Java et très pédagogue, et qui fait des confs autour de Loom et qui explique très bien pourquoi la programmation réactive, c'est pas idéal. En fait, c'est surtout en termes de perf, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste en termes de développement et d'expérience de développement, debugging et tout, c'est hyper compliqué. Pour finalement un gain qui est intéressant, mais vous allez le payer cher en fait ce gain au fil de l'usage et de la maintenance de votre applicatif. Donc ça c'est lié, je pense, au système réactif. Donc les completable features, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque je vous ai dit qu'avec le projet Loom, ça a pas mal bougé. Je vous invite plutôt à aller voir ce que propose le projet Loom. Et je ferai peut-être un petit article là-dessus d'ailleurs après. Alors, on arrive dans une partie assez intéressante.
Euh, c'est assez basique, mais d'éviter d'avoir des leaks de mémoire. Donc ça, clairement, je pense qu'on essaie tous d'éviter, mais malheureusement, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours obligé de se rendre compte de ce qui se passe dans la mémoire de notre JVM. Et des fois, on ne se rend pas compte de code qu'on écrit qui utilise plus de mémoire que ce qu'on s'y attend. On a de mauvaises insights concernant une donnée en prod qui arrive plus ou moins souvent. Euh, Après, il peut aussi y avoir des bugs, hein. J'ai déjà vu des caches. euh, Où est-ce que ça parlait de cache? Là, ça parlait de cache. J'ai déjà vu des caches où la clé était mal configurée. Et donc, en fait, dès qu'on faisait une recherche particulière et qu'on regardait si c'était en cache, c'était jamais en cache. Et donc, on insérait toujours en cache. Et au bout d'une demi-journée, le cache faisait tomber la JVM parce que justement, cette clé était mal mise. Donc, effectivement, attention aux memory leaks et surtout sur les caches. Parce que le cache, typiquement, c'est la techno qui va utiliser votre mémoire. Parce que c'est l'objectif du cache, hein, c'est d'avoir tout en mémoire et pouvoir répondre hyper rapidement sur le type de données. Mais un cache mal paramétré, donc une TTL trop longue, une mauvaise clé, il y a plein de configurations autour des caches, soyez très vigilants là-dessus. En plus, les caches, c'est pas toujours très simple à tester. D'ailleurs, si vous avez des tips sur comment tester un cache, je suis preneur. Euh, Parce que j'ai toujours un peu de mal à tester les caches sur leur. Alors, pas sur leur efficience, parce que ça, il y a des métriques qui peuvent sortir en prod qui sont assez simples. Par contre, à tester, pas unitairement, mais en local, quand vous faites votre développement, tester la TTL et tout ce genre de principes que vous avez configurés. J'ai jamais trouvé vraiment de choses magiques. Si vous en connaissez, je suis preneur, hein. Utiliser les structures de données appropriées. Ça, je suis pas convaincu que ça vous fasse tomber votre JVM, mais c'est toujours mieux d'utiliser effectivement la bonne structure. Garbage Collection Optimization. Alors, quand vous en êtes rendu là, en général, c'est pas bon signe, mais c'est vrai que je crois qu'il y a deux. Ouais, non, il n'y en a pas deux. Il y a plusieurs algorithmes de Garbage Collection. Et selon les cas, alors moi j'avais plutôt entendu qu'il y en avait surtout un qui marchait très bien et qu'il fallait prendre. Mais ça dépend peut-être aussi de des caractéristiques de votre application, comme c'est écrit ici. Choisir le bon GC. Alors quand vous en êtes là, en général, on arrive plutôt là en se disant, tiens, mon garbage, il fait des trucs chelous, ou il marche mal, peut-être qu'il est mal configuré, et on arrive à optimiser, en tout cas à modifier l'algorithme. C'est rare qu'on fasse ça dès le début, mais si vous pouvez faire dès le début, que vous avez déjà les infos, faites-le dès le début. Ça vous fera gagner du temps et surtout moins d'irritabilité en prod. Alors, sur la concurrence, using Java Currency Utilities. Ok, oui, les exécuteurs Fantask Management. Ça, c'est assez basique. Pour le thread management, ça l'est souvent un peu moins. Et souvent, les devs sont pas toujours au fait de ce genre de choses. Et en fait, souvent, surtout en Java, euh, c'est quand même un langage qui a été très simplifié maintenant avec Spring Boot, enfin avec Spring Boot, Spring et puis Spring Boot un peu plus récemment. Bah, souvent, vous n'êtes pas au fait de ce que font chaque annotation que vous utilisez, chaque config que vous utilisez. Du coup, vous ne savez pas tout le temps quand sont créés les threads, etc. Donc déjà, essayez d'avoir le mindset de la gestion de thread et de l'inclure dans vos équipes. C'est déjà très bien. Effectivement, utiliser des objets immutables, c'est mieux partout. Pour plein de raisons, l'immutabilité des objets, c'est vraiment cool. Même pour la maintenance, ouais, bon. Je répète ce qui est écrit, mais vraiment,
Si vous pouvez avoir des objets immutables, alors c'est pas toujours bénéfique, ça peut être des fois très chiant aussi. Euh, mais des fois, clairement, c'est juste de la lecture, vous le savez. Tout process, ce sera que de la lecture. Donc, faites des objets immutables et ce sera très bien. Ensuite, donc là, on est vraiment où vous êtes en prod et vous voulez vérifier comment vous êtes en prod, vous êtes en tout cas, votre application, elle est startée et elle est utilisée. Et là, effectivement, il y a plein d'outils de profiling et d'optimisation. Euh, Moi, je crois que j'utilise. Alors, j'ai déjà utilisé JProfiler, j'ai déjà utilisé Visual VM aussi. Je me demande s'ils s'utilisent pas un peu tous les deux. Alors, c'est des trucs qui sont. La dernière fois que j'ai ouvert l'un des deux, c'était pas hier. Et c'est des trucs qui sont assez moches. Et pareil pour les lire, c'est pas toujours hyper simple. Mais forcez-vous, surtout si vous avez. En fait, il y a deux cas pour utiliser ces trucs. Soit vous savez que vous avez un problème et du coup vous le reproduisez et vous le voyez très bien dans votre profiler. Là, c'est idéal. Euh, Soit vous faites un peu du monitoring sur votre application. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez lire des trucs qui sont sur un range de temps qui est un peu plus important. Du coup, c'est pas toujours idéal. Bon, là, il y a plein d'exemples. Je vous laisserai avancer. Alors après, il y a le tunnel à JVM. Ça, je dirais pas que c'est du tuning, hein. Moi, j'appelle plutôt ça bah, rendre votre JVM adéquat, enfin, la config de votre JVM adéquat selon bah, comment vous allez la lancer sur vos environnements où vous allez déployer votre application. Donc avoir des heaps bien configurés, heap minimum, heap maximum, tout ce genre de config autour de l'allocation de la mémoire sur votre JVM. On revient un peu sur les mêmes trucs, JIT compiler settings. J'ai jamais touché à cette optimisation en prod. Alors après, on revient un peu sur le cache, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc moi, je vous parlais essentiellement de caches locaux, donc qui peuvent vous prendre votre mémoire. On peut aussi avoir des caches distribuées, type Redis, euh, où là, ça va être intéressant, notamment pour la scalabilité, parce que bah, en fait, toutes vos instances vont utiliser ce cache, donc le cache va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rapidement, alors que pour un cache local, euh, bah si, enfin, avec de la malchance, et on a toujours la malchance en développement, bah, votre cache il peut s'avérer inutile peut-être pendant 10, 15, 20 minutes au démarrage de l'instance, alors qu'avec un cache distribué, au démarrage de l'instance, bah, vu que le cache est distribué, en fait, c'est les autres instances qui l'ont rempli, donc le cache va permettre de hit très rapidement par rapport à du local cache où on va miss un bon moment. Et ensuite de bien réfléchir à l'invalidation de votre stratégie de cache. Euh, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, parce qu'une fois qu'on a mis le cache en place, on est souvent content, on se dit super, j'ai des super perfs, et on ne pense pas à l'invalidation du cache, alors que c'est très 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 important. Alors avoir des databases, des bases de données qui sont scalables, j'ai déjà vu Oui, alors, using collection pooling, on en a déjà parlé dans un précédent shot. Je pense que maintenant, une bonne partie des gens font ça. Avoir du sharding. Alors ça, il me semble que j'avais ça récemment sur du Mongo. Ça fait gros mot, mais en vrai, ça se fait très bien. Et ensuite, écrivez des queries efficientes qui utilisent des index. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est utiliser vos index sur vos queries. Ce qui est très intéressant avec ça, alors je sais que ça existe sur pas mal de trucs maintenant. Mais moi, à l'époque où j'utilisais du coup Mongo,
sur, sur directement MongoDB Cloud. Il mettait des alertes quand on n'utilisait pas d'index alors il les créait pas tout seul, mais il vous suggérait fortement de créer des index sur des trucs qu'il avait analysés et c'était hyper pertinent. Donc vraiment, si vous avez ce genre de choses, essayez de chercher dans vos outils d'analyse ouais, d'analyse de votre DB ou de votre query, si vous avez ce genre de choses, ça vous fait gagner un temps monstrueux. Alors ensuite, on vous dit d'avoir du monitoring et de la télémétrie. Hyper important sur les applications, on en a déjà parlé, d'avoir des logs bien lisibles. Un APM, ça c'est vraiment, ça peut être vraiment cool. C'est souvent des solutions qui sont assez chères, hein. Je pense à Datadog notamment, une solution qui est assez chère. D'ailleurs, il n'en parle pas ici. Mais Datadog, c'est quand même un très bon APM, qui fait pas que de l'APM d'ailleurs, qui est assez cher néanmoins, qui peut aussi gérer le logging. J'ai pas vu grand chose par contre en termes de métriques sur Datadog, mais ça doit exister. Euh, le fait est que quand vous êtes sur un environnement scalable avec plein d'instances, c'est hyper important d'être encore meilleur sur tout ce qui est log et APM. Donc là, on revient sur le profiling, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, de toute façon, je vous mets l'article sur Twitter, on est arrivé au bout. Très intéressant et très complet cet article. Merci, merci à son écrivain là, parce qu'il est vraiment chouette. Il retrace vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une app Java scalable. C'est top. Allez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi prochain pour le prochain shot.